Bonsoir à tous, bienvenue. Tout d'abord, je tiens à remercier professeur Charfi, Madame Soraya, la directrice, et toute son équipe de l'accueil dans ce lieu magnifique et prestigieux. Alors pour moi aussi, c'est un vrai plaisir de travailler avec Madame l'ambassadrice. On a fait une bonne équipe. Et la préparation déjà a été interculturelle, puisque au fait, nous avons du Maroc, de la Belgique, de la Tunisie, de l'Espagne. Donc voilà, c'était intéressant. C'était une belle préparation aussi. Alors Pro Intercultura est une association internationale qui a été fondée dans la continuité d'autres organismes qui ont été pionniers en Europe, mais pas qu'en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud aussi, le travail sur l'interculturel. L'interculturel dans le sens comment améliorer les relations, la compréhension, les constructions qui se font quand il y a de la diversité. Diversité culturelle, mais ça peut être culture dans son sens large, ça peut être les pays, ça peut être les religions, ça peut être les âges, les professions. Voilà, donc quand Patricia Lambert, qui est membre aussi de l'association, m'a parlé de présenter ce livre en Tunisie, où j'habite désormais, j'étais très interpellée parce que maintenant que nous sommes ici, c'est normal qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans cette partie du monde. Et donc, on a trouvé très pertinent, après avoir lu ce livre, de s'intéresser aux valeurs qui sont véhiculées depuis tellement longtemps, plusieurs siècles, par le soufisme, et d'autre part par le coaching, qui est récent et qui est laïque. Et ainsi découvrir, ou en tout cas explorer, dans quelle mesure ces deux, le soufisme et le coaching, peuvent être source d'inspiration réciproque. Alors je voudrais juste citer Fawzi Skali dans le livre, qui dit ce qui vient. Lorsque l'on parle aujourd'hui des territoires ou de terroirs, cela reste très relatif, dans une sorte d'interprétation des uns et des autres. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. L'Occident est dans l'Orient. L'Orient est dans l'Occident. Et je dirais, comme interculturaliste, il y a tout un travail que nous devons faire autour de cela. Nous ne le savons pas ou nous le savons souvent très mal. Et il continue en disant « L'Occident a développé une culture intéressante et riche, mais qui, érigée en modèle et coupée de son essence universelle, peut devenir dangereuse. De même, l'Orient développe une culture menacée de rigidité, de raidissement, si elle se coupe de sa source vive. Nous avons besoin de ces deux miroirs, celui de l'Orient et celui de l'Occident, pour éclairer la réalité. » Et je finirai mon introduction par citer les auteurs, que je remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui, ainsi que Emna Djeblaoui d'accepter de participer, qui nous disent dans leur livre « Nous vous proposons au travers de cette lecture de vous retrouver exactement au point de rencontre entre Nord et Sud, Orient et Occident, qui forcément se rejoignent, car espace de vie de l'humain. » Merci. Alors, Isabelle et moi avons fait preuve d'une grande audace en parlant devant professeur Charfi. Maintenant, je lui passe la parole en le remerciant encore une fois de nous honorer par sa présence et de nous héberger pour ce débat. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est vraiment avec plaisir et c'est un grand honneur pour moi de participer à l'ouverture de cette rencontre autour d'un livre que j'ai lu avec intérêt. Un livre, à vrai dire, écrit, si l'on peut dire, à quatre mains. Il s'agit de deux domaines qui appartiennent à des cultures différentes et qui finissent par se rejoindre au sommet. C'est très intéressant parce que il fut un temps où tout ce qui concerne l'islam était marginalisé. Il n'était pas pris en compte dans l'histoire des idées d'une façon générale.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le soufisme, comme vous le savez, est une composante de la personnalité nord-africaine d'une façon générale. Au-delà, également, il y a d'autres formes de soufisme. Mais le soufisme qu'on retrouve au Maroc, en Algérie et en Tunisie, c'est pratiquement les mêmes confréries, avec ici ou là des adeptes plus nombreux ou moins nombreux. Mais on retrouve la Tijaniya, la Qadiriya, etc., dans tout le Maghreb. Donc, c'est un ouvrage intéressant. Je crois que Madame l'ambassadrice a dit suffisamment de bien de cet ouvrage et je ne saurais en dire davantage, mais pour moi, l'intérêt, c'est surtout cette réflexion sur cette réflexion humaniste. Au-delà des disparités culturelles, historiques, idéologiques, il y a une recherche qui est imposée par nos conditions actuelles. Aujourd'hui, il y a une valeur qui est dominante, c'est la valeur du dollar, de l'argent. Mais cette valeur occulte d'autres valeurs qui ne sont pas moins importantes et qui sont à l'origine de l'action humaine d'une façon générale et surtout des relations sociales, ce que ne fait pas l'argent. Et aussi bien le soufisme que le coaching, ce sont des disciplines qui aident à aller à l'intérieur même de la personne humaine. Bon, le mot spirituel est un peu galvaudé, mais je dirais que c'est une recherche de soi qui est indispensable parce que non pas repliée sur elle-même, mais ouverte sur autrui, elle est un facteur d'enrichissement incontestable. Donc, pour ces raisons, je suis vraiment heureux de participer à cette rencontre et je remercie Madame l'ambassadrice qui était à l'origine donc de cette rencontre et j'écouterai avec grand plaisir ce que vont dire deux des auteurs de cet ouvrage avec la modération de Amna. Merci beaucoup. Ça va aller. Bonsoir. Oui. Donc, Isabelle, tu veux présenter non, ça va. Oui, allez-y. Donc, bonsoir, Excellence. Bonsoir, mon professeur Abdelmajid Charfi. Cher public, bonsoir. Je dois commencer par remercier Beit el-Hikma pour avoir accepté d'être le hôte de cet événement. Je remercie également Pro Intercultura et Isabelle Moedano pour cette belle opportunité de modérer la présentation du livre Soufisme et Coaching. En fait, je vous ai préparé deux citations qui vont nous permettre de faire l'immersion dans les univers de soufisme et coaching. Je commencerai peut-être par une citation de Kierkegaard qui dit « Être maître revient à être disciple ». Donc c'est un des enseignements de Kierkegaard. J'ai relevé aussi une citation que vous trouverez dans le livre, une citation de Masnawi de Rumi,
Donc, et on parle là de l'univers du soufisme, qui est l'autre univers du soufisme. Mon maître, Abdelmajid Cherfi, a parlé du soufisme de l'Afrique du Nord, mais il y a également le soufisme iranien, turc, donc le soufisme de l'Orient, qui est aussi intéressant. Et je cite ici Rumi. Donc, il nous dit « Choisis un maître, car sans lui, le voyage est rempli de tribulations, de craintes et de dangers. Sans escorte, tu t'égareras sur une route que tu avais déjà parcourue. Ne voyage pas seul sur la voie avec un grand V. » Donc ce livre dont vous aurez l'occasion peut-être d'avoir des exemplaires à 19h30, il y aura une petite séance de dédicace, est un livre qui est assez, on va dire, innovant. Moi, je viens d'un univers académique, donc je connais plus le soufisme, donc un peu moins le coachisme, mais pour moi, c'était l'occasion de rencontrer ce chassé-croisé entre nos deux auteurs, Mohsen Ayouch et Patricia Lambert. Donc ce chassé-croisé est une rencontre assez intéressante entre l'univers médiéval du soufisme avec une réflexion assez profonde sur ce que pourrait être l'accompagnement spirituel qu'offre le maître soufi à ses disciples, mais aussi le parallèle qui est proposé par les coachs modernes. Et M. Ayouch disait souvent que le coaching vient d'un univers d'abord sportif, mais aussi d'un univers anglo-saxon, et donc est une, on va dire, offre postmoderne pour accompagner les individus spirituellement, mais le soufisme est un accompagnement médiéval de l'individu, et donc le livre nous permet de puiser dans les outils du soufisme et en même temps de voir si le coaching pourrait aussi offrir on va dire une maïeutique socratique à l'individu d'aujourd'hui. Donc en fait, ce paradigme, qui est un paradigme qui paraît assez contradictoire, se marie très très bien dans ce livre. C'est un défi assez intéressant qui a eu une période de gestation. Donc ma première question à nos deux auteurs serait en fait en lien à la naissance du livre. On sait très bien que ce livre a pris son temps, puisque justement il a été écrit avec nos auteurs, mais avec une interrogation de Fawzi Israeli et de Christian Lestienne. Donc livre écrit comme une sonate à quatre mains. Donc, et l'idée était née en 1 juin 2010, paraît-il. Donc il a pris le temps 7 ans pour naître, un exercice profondément spirituel. 7 ans, c'est la période qu'on met pour faire une thèse, en fait. Donc, je pense que c'était un travail assez sérieux, qu'ils ont pris le temps de s'imprégner de ce chassé-croisé entre soufisme et coaching. Donc, ma question à Mohsin et à Patricia, quelle était, on va dire, l'intention derrière l'écriture de ce livre? Comment s'est déroulé ce travail à quatre mains pendant 7 ans? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans? Le temps de faire naître la première édition française de ce livre, il y a 1 an en fait. En novembre dernier est né ce livre, donc c'est en fait l'anniversaire de ce livre en Tunisie. Et j'espère que des horizons s'ouvriront à l'espace et à la réflexion soufisme et coaching en Tunisie. Alors, la parole est à vous, Mohsen. Messa al-Khair. Laissez-moi vous dire toute ma joie d'être parmi vous. Non seulement face à vous, mais aussi dans cet espace qui a une âme, par-delà l'architecture. Il y a quelque chose qui est particulier, qui n'est pas uniquement lié à l'architecture. Si nous essayons de nous rappeler non seulement les conférences et les débats les plus récents, il y a une âme ici. Et je suis vraiment sous le charme. Et j'espère pouvoir partager tout ça avec vous. Les soufis adorent raconter des histoires. Les coachs ont tout le temps, ou la majorité du temps,
recours à des métaphores. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire d'avant ces 7 ans, parce qu'elle a un sens. J'ai découvert le coaching dans les années 2004-2005. Je me suis formé à ça, et puis, imaginez l'état d'esprit d'un arabo-musulman qui découvre quelque chose, un métier, parmi d'autres, récent, qui vient du sport, de l'entreprise, des États-Unis, qui émigre vers l'Europe et qui nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que ça va marcher chez nous? Comment ça pourrait marcher? Et mon premier travail de mémoire de certification, c'est naturellement dirigé vers le coaching et la culture arabo-musulmane. Qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce métier-là? Bon, j'ai vu que traditionnellement, quand nous autres arabo-musulmans recevions quelque chose de l'étranger, il y avait 2 voies, toutes simples. Soit c'est haram, connais pas, kullu bid'atin, etc. Ou alors, ils n'ont rien inventé là-bas, tout ça est chez nous. On va trouver une citation de je ne sais pas qui, de Ali ibn Abi Talib ou de Khalid ibn Walid, quand il a fait je ne sais pas quoi. On dit c'est à nous, ils nous l'ont copié. Totalement stérile. La seule période où vraiment c'était créatif et riche, c'est Diwan. C'est quand nous sommes allés vers les autres, les Perses, les Grecs, que nous avons traduit tout ça, que nous avons assimilé tout ça et que nous avons pu le transmettre en l'enrichissant. Et donc, ce n'était pas chez nous. Et ce n'est pas haram. C'est quelque chose qui s'intéresse à l'humain. Et l'humain est l'humain. Qu'il soit musulman, chrétien, juif, agnostique ou athée, c'est l'humain. Bien. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait chez nous qui pourrait nous indiquer la voie? Il y avait l'accompagnement soufi, il y avait le compagnonnage des métiers, les corporations de métiers. Parce que le maître, le ma'allim, quand il prenait, le muta'allim l'apprenant, il ne lui apprenait pas les techniques de l'gabs ou tanjart ou tahtet. Il lui apprenait la culture du métier. Et il l'amenait d'une station de muta'allim, apprenant, à une station de ma'allim, maître. C'est toutes ces transmissions qui étaient en jeu. Et puis il y a l'accompagnement soufi, encore une fois, d'une station vers une autre. J'ai conclu mon travail de mémoire, mais je suis resté sur ma faim. Et en 2006, les dates sont importantes, Patricia reviendra sur ces dates à elle, j'ai conçu un projet de livre qui s'appelait à l'époque Le coach et le soufi. 2006. Et j'ai contacté Fawzi Srali, que je connaissais par ailleurs, pour lui dire, écoute, voilà, j'ai un projet de livre, est-ce que ça te va? Et sa réponse a dit, écoute, moi je veux bien, je te connais, on peut travailler ensemble, mais honnêtement, le coaching, je ne connais pas. J'ai dit, en langage courant, t'occupe, on va y arriver. Et puis, la quotidienneté m'a pris. J'avais mis un premier sommaire, quelques idées comme ça, dans un dossier Word qui est resté sur mon bureau. 2008, je rencontre Christian Lestienne, je vous la fais courte. 2010, Christian Lestienne m'informe que son ami Patricia Lambert, que je ne connaissais pas du tout, qui vit à Bruxelles, moi je vis à Casablanca, allait venir au Festival des musiques sacrées de Fès. Et que si jamais on avait le temps, ma femme et moi, ce serait bien de la rencontrer. Nous nous rencontrons en juin 2010. On discute le coup, un petit quart d'heure, le thé et tout ça. Et puis, Patricia me dit, Monsieur Ayouch, on se vous voyait à l'époque, me dit, Monsieur Ayouch, voilà, je vais vous voir parce que j'ai un projet. Ah bon? Oui, d'accord, j'écoute. Je voudrais écrire un livre. Bien. Sur quoi, madame? Sur le soufisme et le coaching. Imaginez, alors j'ai utilisé un terme soufi, l'hira, dans laquelle j'étais. Voilà mon projet de 2006 qui est porté par une autre personne que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas. Nous vivons à 3000 km l'un de l'autre et c'est le même. Bon, à un moment de l'hira, et puis il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Juste une petite vérification, une petite question, mais je suis sûr de la réponse. Et j'étais sûr de la réponse. Est-ce que vous avez pensé à Fawzi Srali? Et Patricia me dit, mais comment vous le savez?
Jung appellerait ça une synchronicité. Les soufis diraient l'adn kharj. L'autorisation a été donnée. Je ne sais pas d'où. Et c'est là que nous avons su que le livre allait sortir. Et c'est de là qu'ont commencé les 7 années. À toi, Patricia. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute ma reconnaissance à nos hôtes dans ce lieu magnifique. Madame l'ambassadrice, Isabelle Moedano, pour une facilitation de cet événement avec beaucoup d'attention et de soin de tout instant. Alors pour intégrer la présence de Fawzi Skali, qui est quand même quelqu'un d'extraordinaire qui nous a beaucoup inspiré, qui nous a beaucoup élevé aussi au cours de ces 7 ans. Et ce lieu m'y fait penser, une de ses citations favorites, la beauté est la splendeur du vrai. Alors la beauté de ce lieu nous inspire et nous invite à une forme d'élévation, rien qu'en entrant. Et je dirais que c'était un petit peu l'intention aussi de notre livre, je reviendrai à la genèse, de parler de l'esprit du coaching, qui est un métier très moderne, qui a besoin encore d'établir ses lettres de noblesse, et également bien sûr le soufisme, cet esprit soufi. Alors pour enchaîner sur le kéros que Moissine nous a partagé. Le kéros vient du grec, c'est le temps de l'opportunité. Alors c'est un temps qu'il est important aussi de saisir quand il est là. Personnellement, un matin, je me suis réveillée, donc il y a une bonne dizaine d'années, et je me suis dit, j'aimerais écrire sur 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Ce nouveau métier, dans lequel je suis depuis presque 20 ans, et le soufisme, que j'ai commencé à découvrir de manière philosophique et par un livre de Fawzi Skali. Et je me suis dit, qui suis-je, moi, femme occidentale, pour parler du soufisme, du coaching peut-être, soit faisons parler ceux qui savent. Et dans cet esprit-là, je me suis positionnée dans la posture du coach, qui est justement de ne pas savoir et de faire émerger chez l'autre ce qui est, tel un miroir révélateur. On va revenir à la définition du coaching professionnel dans ses lettres de noblesse, parce que c'est maintenant une profession qui a un cadre, des compétences qui sont définies. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que le coach professionnel ne sait pas. Il est dans une posture de questionnement ouvert, d'écoute active, d'écoute flottante, où le silence a aussi beaucoup d'importance. Et ce silence, moi je ne l'ai pas entendu quand on s'est rencontrés, Moissine, son épouse, à Fès, dans les jardins Batha, ce 10 juin 2010, le 13 juin, c'était la fête des pères, le 13 juin 2010, on a ressenti un éclat de rire, c'était une véritable lumière quand Moissine m'a parlé de ce projet et que j'avais intérieurement cette ambition également de parler de ces 2 sujets, tout en sachant que j'avais déjà contacté Fawzi Skali. Donc ma deuxième question serait pour rebondir à ce que tu disais, chère Patricia, c'est ce métier de maïeuticien de demain, on va dire, ces maïeuticiens postmodernes que sont les coachs. Je pense que l'audience serait curieuse de vous écouter, vous qui êtes dans le haut niveau du coaching par votre formation, parce que vous êtes aussi des formateurs de coach.
Donc, et parce que ce livre revient au travail, à l'expérience de psychologue clinicien de Christian Lestienne, mais qui a été tour à tour psychologue clinicien, aussi conférencier, enseignant de coach, et l'interaction de Fawzi Ali qui nous raconte l'histoire de Noé. Je vous lis le livre, page 125. Nous pouvons aussi évoquer l'histoire de Noé. Dieu avait annoncé le déluge pour le lendemain et Noé continuait à arroser un petit arbre tout en construisant l'arche. Donc, quoi qu'il arrive, plante ton arbre, nous rappelle le proverbe soufi. Donc, ma deuxième question serait, quel est votre chemin à tous les deux par rapport au coaching et comment définissez-vous ce métier? Le coaching dépasse-t-il selon vous les cultures justement? Comment vous le voyez dans l'espace interculturel? Patricia? Alors, ça fait plusieurs questions en une. Le chemin. Le chemin. Parce que dans ce livre, on essaye aussi de tracer un chemin vers une quête de sens. Chez moi, les vecteurs principaux dans ma vie sont souvent les rencontres et les livres. Et c'est ce qui s'est passé à la fois pour le coaching et pour le soufisme. Donc 2 livres m'ont ouvert ces 2 voies. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si les voies se sont appelées à moi et je ne les ai plus jamais quittées, donc d'une manière ou d'une autre. Alors le coaching professionnel, je l'ai donc rencontré il y a pratiquement 20 ans. C'est une quête de sens personnel. Souvent, on devient coach alors qu'on l'est déjà intérieurement et qu'on est dans une quête de sens. Moi, personnellement, professionnellement, j'étais dans un grand égarement. Je me posais beaucoup de questions par rapport au monde corporate, le monde des sociétés internationales dans lequel j'ai travaillé. Et je me suis formée au Canada. Parce qu'à l'époque, en Belgique, il n'y avait aucune école de coaching. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de coacher dans le monde entier. Beaucoup de personnes qui travaillent pour les Nations Unies et qui sont sur le terrain, parce qu'il faut savoir que c'est un métier qui se pratique également à distance. Quand une présence physique est possible, on le fait. Mais aujourd'hui, pour toucher des personnes qui sont dans un grand isolement, qui sont seules par rapport à certaines problématiques, qui sont sur le terrain, souvent dans des pays en guerre, en crise, c'est le seul moyen d'avoir accès à l'individu, même par téléphone, dans un espace parfois virtuel, une téléconférence. Et ces espaces sont vraiment des espaces privilégiés, ce sont des espaces d'extraction. On va revenir à cette notion importante, mais le coaching permet de s'extraire pendant un temps limité, et de commencer à se poser certaines questions, toujours pour servir un objectif que la personne se définit lors des premières sessions. Alors la grande question de l'interculturalité, le coaching est-il transculturel ou métaculturel? Moi, Signe et moi, on est très, très alignés sur la réponse. Tu as envie de prendre le relais? Oui, merci. Alors, le positionnement du coaching, l'une des conclusions que j'avais faites dans ma première recherche de mémoire, c'est que le coaching est certes universel en ce sens qu'il s'adresse à l'être humain. Quand nous accompagnons une personne, et mes amis coachs qui sont là ne vont pas me contredire, nous n'accompagnons pas le directeur technique ou le responsable marketing ou le directeur général. Nous accompagnons monsieur un tel, madame une telle, en tant qu'unicité. Bien entendu, son système fait qu'il est directeur de ceci ou responsable de cela. Donc le coaching est universel dans ce sens qu'il s'adresse à l'être humain en tant qu'être humain. Il est interculturel dans
tout ce qui est commun à l'humanité. Mais il ne peut se permettre d'être métaculturel. Parce que nous accompagnons une personne dans sa culture à elle. Je ne peux pas prétendre coacher un monsieur ou une dame japonaise. Et pas seulement à cause du barrière de la langue. La barrière de la langue. On pourrait parler anglais tous les deux et travailler. Mais il y a cet élément de lien, on appelle cela le lien coaching. Donc, métaculturel, non. Mais installé dans la culture au sens global, mais aussi au sens individuel, dans la culture d'une organisation, d'une entreprise. Pour ma part, le cheminement est le suivant. Il y a 63 ans que je chemine sur Terre, jusqu'à une date que je ne connais pas. Je suis passé par différentes phases, et l'une des phases de ma vie a été que j'étais manager d'une grande institution, et au bout d'une dizaine d'années, je m'étais rendu compte que j'avais fait le tour de la question. C'était toujours intéressant, mais si j'étais resté dans cette voie-là, je serais tenté par des répétitions, du ronronnement, les choses étaient installées, ça fonctionnait tout seul. Et j'avais cette curiosité d'aller vers autre chose, et là, découverte par hasard, non, encore une fois, le Kairos. Découverte du coaching, formation, et cette réflexion sur le coaching et la relation. Au cœur du coaching, et nous y arriverons à travers ton questionnement ou à travers les réactions du public, au cœur du coaching, il y a une question d'intériorité, de nécessité intérieure, dirait Kandinsky pour parler de l'art. Il est venu pour moi le temps de cette nécessité d'aller vers autre chose, aller voir comment ça se passe, pas de l'autre côté, mais ailleurs que dans les préceptes classiques du management. Fixation d'objectifs, création de cohésion, atteinte de ceci et de cela. Qu'est-ce qui se passe avant cela, pendant cela et après cela pour l'être humain en tant qu'être humain? D'où cette incursion dans le coaching jusqu'à en devenir addictif. Donc, en lisant ce livre, on va dire savoureux, on a du mal à s'extraire en fait, à s'en extraire. Quand Isabelle m'avait parlé de cet ouvrage, j'étais un tout petit peu interpellée par le couple de mots, sophisme et coaching, mais en plongeant dans la lecture du livre, qui est écrit dans une très belle langue, avec un référentiel tour à tour philosophique, tour à tour mystique, mais aussi un référentiel à cette maïotique postmoderne qu'est le coaching. Donc, on rencontre des références, par exemple, un livre faisant référence à Socrate, paru en 1934, le livre de André-Jean Festugière. Donc, nous disons que Socrate est le père de l'autonomie. C'est à partir de Socrate que le sage aura pour devoir d'être à lui-même sa loi, de n'agir que selon la raison. Le sage ne se suffit à lui-même avant d'être citoyen, il est homme. Vous voyez comme Socrate était moderne en parlant justement de cette autonomie de l'homme déjà. Donc l'exercice du coaching justement est une invitation à cette autonomie, mais en passant à mon avis par l'accompagnement justement du maître par le soufisme ou du coach aujourd'hui. Donc ma question, je l'adresserai à vous, et cette fois, elle serait plus tournée vers votre rapport personnel au soufisme. Qu'est-ce que le soufisme, vous, en tant que coach? Donc, Mohsen, si vous voulez. Je pense comme un certain nombre de personnes de ma génération, je suis tombé dans la marmite, comme un certain Obélix. Autrement dit, dans ma toute jeunesse, nous baignions sur une relation au spirituel marquée de
soufisme, que ce soit les hadra, les Issaouia, que ce soit les incantations de mon père, Allah yarhamou, le vendredi, quand il se réveillait, c'était jour férié chez nous, le vendredi, quand il se réveillait, qu'il faisait sa prière, il se mettait à psalmodier. Ça me reste entre les deux oreilles. Que ce soit la réaction de ma mère qui parlait à Dieu comme si c'était quelqu'un juste à côté d'elle. Pour les choses aussi importantes que banales. Elle trouvait. Donc, cette relation, cette ambiance que je n'avais pas catégorisée comme soufisme, c'était comme ça. Les prières du vendredi. Le vendredi entre l'Asr et le Maghrib, mon père qui nous amenait à la mosquée, nous étions gosses, nous nous mettions entre nous, nous racontions des blagues dans la mosquée. Nos parents le savaient, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Ça faisait partie de la relation au quotidien. Plus tard, j'ai lu Claude Hadas. Je me suis dit, tiens, j'ai découvert le soufisme, Ibn Arabi, à partir de Claude Hadas. Et puis la réflexion faite. Mais non, je connaissais ça avant. J'ai adoré en tant que poème Nahj al-Burda, que je trouve jusqu'à aujourd'hui le plus beau poème d'amour jamais écrit de l'histoire. Et puis, j'ai redécouvert tout ça avec sa relation au coaching. Pourquoi? Parce qu'il y a une question d'intériorité, comme j'ai dit tout à l'heure, et je reviens à Socrate. Si la thérapie a un fondement hippocratique, le soufisme a un fondement socratique. Notre métier à nous, c'est de poser les questions. Voilà, et pour revenir à notre intention en écrivant ce livre, elle n'est nullement de comparer deux univers, deux approches de dispositifs qui sont absolument dans des référentiels complètement différents. De manière simplifiée, on pourrait dire que l'un est là pour aider au déploiement de la fleur céleste, alors que l'autre est là pour accompagner l'humain en tant que fleur terrestre à émerger. Et bien sûr, le coach, il s'incline devant le maître spirituel. On est davantage dans une horizontalité quand on parle du coaching et davantage, bien sûr, vers cette verticalité, dans cette axialité quand on parle du soufisme. Oui, céleste et terrestre, c'est excellent comme approche et pour faire voir, non pas du tout, on n'a jamais été dans la comparaison, mais les enjeux sont autres et différents. La personne va venir en coaching pour une prise de décision, une clarification de situation, développement d'un comportement. C'est bien, c'est terrestre, ça fait partie des affaires de tous les jours. Le moulid va aller auprès d'un maître pour un enjeu tout à fait autre. Et je vous raconte l'histoire de Choushtari quand il avait à choisir entre Abou Mdien al-Raout et Ibn Sbaïn, deux grands maîtres de l'époque. Choushtari dans la voie, dans tous les débuts de la voie. Et il va voir Ibn Sbaïn. Il lui dit, voilà, j'ai une décision à prendre, on dirait en langage d'aujourd'hui. J'hésite entre aller chez Abou Mdien al-Raout et venir chez toi. Et Ibn Sbaïn a cette réponse terrible. إذا كنت تبحث عن الجنة فاذهب إلى أبو مدين الغوث وإذا كنت تبحث عن خالق الجنة فتعال عندي. Vous comprenez que l'enjeu est tout à fait différent, ce qui n'empêche pas des voies qui se rapprocheraient. Le questionnement, l'autonomisation de l'autre, ne pas savoir pour l'autre, un contrat en bonne et due forme. Il y a un contrat clair et net dans l'accompagnement coaching comme dans l'accompagnement en soufi. Le qissa de Sidna Moussa Ma'al Khadir est clair, il y avait une règle, tu ne me poses pas de questions. Et au bout de la troisième question, le contrat est rompu.
c'est une relation d'être humain à être humain qui permet aux deux de grandir dans des enjeux différents, pour des durées différentes, avec des approches similaires. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il s'agit de l'humain et uniquement de l'humain. Voilà, on est dans l'accompagnement de l'homme par l'homme. Et c'est vrai que le coaching, il est en pleine évolution aussi, Moissine. Tu parles d'objectifs assez concrets. Je dirais que de plus en plus, ce qu'on vise dans un coaching, c'est un déploiement de l'être. Et quand on parle du coaching, je concentrerai mes propos plus sur le coaching professionnel. 80% des coachings professionnels sont liés au leadership et à la présence du leader. Et quand on parle de présence, on est dans tout ce qui est intelligence émotionnelle, communication, écoute, questionnement de l'autre. Alors aujourd'hui, le coaching devient une dimension, une compétence de leadership dans les entreprises. En tout cas, en Belgique, on forme les leaders et en même temps, on les accompagne en coaching sur le déploiement de leur présence. Tout comme la compétence de multiculturalité devient une compétence de coach. Vous voyez? Donc il y a une magnifique évolution de ce métier vers ce qu'on pourrait appeler un appel d'être. D'où nos propos de convergence vers Socrate, qui lui n'était peut-être pas aussi bienveillant que les coachs actuels. Socrate, on l'appelait le temps, donc il jouait très fort sur son ironie, sur son sarcasme, il provoquait l'autre. Le coach, lui, est dans une posture que l'on appelle de bienveillance, d'empathie, de non-jugement, de respect et d'humilité. Alors dans cette éthique du coach, on peut commencer à s'orienter vers les valeurs du soufisme et peut-être à se rapprocher aussi d'une thématique que Fawzi Skali adore particulièrement, qui est la chevalerie spirituelle. Donc on est dans cette convergence entre retour intérieur et action vers l'extérieur. Action inspirée par une élévation et une conscience intérieure. Eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille aussi en coaching. Va arriver à chaque fois, même que nous traitons, entre guillemets, une banale question de bonne gestion de réunion, qui arrive souvent en coaching, ou de bonne prise de parole en public, si nous restons à la partie visible de l'iceberg, la personne accompagnée va arriver à ce que nous appelons des solutions mécaniques. Il va bien respirer 3 fois, regarder à droite, regarder à gauche, et puis faire son speech. Ça ne se déclenche vraiment que quand nous atteignons avec la personne coachée la question du sens. Et pourquoi prendre la parole en public? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est mon enjeu? Quelle est ma réalisation interne à bien prendre la parole en public, ou à bien gérer mes réunions, ou à bien développer telle ou telle autre compétence. Or, la question de sens est inhérente à l'être humain depuis qu'il est devenu Homo sapiens. Et bien avant l'apparition des religions. C'est pour cela que, et c'est clair dans le livre, il va falloir délier spiritualité et religiosité. Délier spiritualité et piété. Ce sont deux approches. La spiritualité est liée à l'être humain en tant qu'être humain, quelles que soient ses croyances religieuses, voire même les non-croyants. Nous parlons de plus en plus aujourd'hui de spiritualité athée. Qu'est-ce que c'est? Cette fameuse question que nous nous posons tous depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? À quoi va servir mon passage sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai à accomplir pour m'accomplir? Et donc la spiritualité dans ce sens-là, c'est d'un côté la quête de sens et d'un autre la relation que nous construisons à tout ce qui nous est donné. Et d'abord la vie et la relation au monde. Et on va la retrouver dans les questions apparemment
techniques qui ont lieu dans des accompagnements coaching. Et je souligne apparemment parce que là, on va être, comme j'ai dit, dans cette solution mécanique. Tant qu'on n'a pas atteint le sens, tant qu'on n'a pas atteint l'humain, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est merveilleux, si tu permets, une petite citation de Rumi pour le faire venir avec nous par rapport au questionnement. Lui, il disait que questionner, c'est déjà 50% de la réponse, à condition que cette question soit posée par la profondeur de l'être. Il disait aussi d'aller chercher les réponses là où sont nées les questions. Pour un coach, c'est extraordinaire comme inspiration, comme élévation. Donc, me revient l'histoire que vous citez dans le livre sur Saint François d'Assise à qui l'élève pose la question, il la pose au maître Saint François d'Assise par rapport à un croisement de chemin. Quel chemin vais-je suivre? Et ce maître du christianisme qui propose à son élève de faire la danse des derviches tourneurs, et une fois fatigué, quand sa main se posera sur un chemin après s'être complètement plié de fatigue, ce sera là le chemin indiqué par le derviche tourneur. Donc encore un chassé-croisé entre christianisme, soufisme, musulman. Et là, ma question par rapport à votre travail, coach et pseudo-maître spirituel, quels sont les risques? Que pensez-vous du coaching spirituel? Nous parlions tout à l'heure de Socrate. Et il y a une nette distinction entre coaching et thérapie. Si le thérapeute va travailler sur les deux pulsions fondamentales, l'éros et le thanatos, le coach va travailler sur une troisième pulsion qui est celle de la physis. La physis dans son sens pré-socratique. Parce qu'après Socrate, la physis est devenue nature et puis métaphysique, métanature. La physis dans son sens pré-socratique, c'est cette pulsion de croissance. C'est la réalisation de sa destinée. Si vous voulez la voir, il n'y a juste qu'à observer la nature. Nous avons tous vu au milieu d'une rue bitumée ou asphaltée une plante qui pousse. Une toute petite plante, une toute petite graine qui éclate le bitume ou le ciment et qui pousse pour réaliser sa destinée de graine. Le coach va travailler là-dessus. La croissance de l'humain dans son contexte, dans son milieu. La croissance spirituelle, elle est du domaine des différents accompagnements spirituels, dont le soufisme, le bouddhisme, les maîtres. Par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire. Après avoir fait ce livre-là et lu et relu, entre autres, Ibn Arabi, je me suis intéressé au texte de Maître Eckhart. Et honnêtement, j'ai envie de faire une petite blague. À savoir, traduire Maître Eckhart en arabe, ça doit être le cas, trouver un texte de Maître Eckhart en arabe, trouver un texte de Ibn Arabi en français, et les diffuser l'un sous la signature de l'autre. Et honnêtement, je différais quiconque de faire la différence. Ces personnes disaient la même chose, notamment sur l'idée de l'unicité ou tawhid. On croit lire les mêmes phrases par-delà les idées. Et on revient au sens que l'humain est là. Le coach doit, comme a dit Patricia, être en respect par rapport à l'accompagnement spirituel. Les maîtres spirituels n'obtiennent d'ailleurs on a donné un exemple dans le livre, leur capacité à accompagner d'autres qu'après avoir obtenu l'ijaza d'un autre maître. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'auto-improviser maître spirituel. Il faut qu'un maître spirituel d'une tariqa quelconque ait donné l'ijaza à un disciple qui est passé par telle station, et ainsi de suite.
aujourd'hui, le coaching, pour tout un chacun peut s'autoproclamer coach. Et tant pis pour ses clients, s'ils vont chez lui. Et donc, coaching spirituel, non. Coaching sur la base de la pulsion de croissance, oui. La première responsabilité d'un professionnel du coaching, c'est de marquer ses limites. Donc le coach professionnel n'est pas un consultant, n'est pas un formateur, n'est pas non plus un expert dans une position d'expert, mais plus d'émergence, et n'est pas non plus un thérapeute ni un maître spirituel. Par contre, le coaching peut avoir des effets thérapeutiques et éventuellement des effets spirituels. Et là, cela dépend beaucoup de ce qui se passe justement dans cet espace, dans cette alliance, dans cette relation entre coach et coaché. Parce que c'est dans cet espace-là qu'une transformation peut avoir lieu. D'où l'importance, je dirais, de l'éthique et de l'hygiène du coach professionnel. Comment se forme-t-il? Comment continue-t-il à se faire superviser, comme les pilotes ou les médecins? Voilà, les coachs sont également des superviseurs. Comment s'occupent-ils de leur certification et du renouvellement de cette certification? Voilà, c'est une éthique personnelle et là-dedans s'inclut aussi, je dirais, c'est de l'ordre de l'intime, une quête spirituelle qui n'appartient qu'au coach, qui est de l'ordre de son intime. Rappelons-le, le coaching est un cadre laïque. Donc, merci Patricia. Tu me permets de passer à la prochaine question. Effectivement, en sachant que le soufisme est plus un travail de quête du divin, ou de l'amour du divin, ou pour les sunnites, amour du divin, amour du prophète aussi. Donc les chiites, ce serait plus l'amour du divin. Donc la discipline du coaching, c'est une discipline laïque, ou une discipline, on va dire, terrestre, humaine. Donc dans cet exercice me revient une question sur le genre. Nous, en Tunisie, vous savez, on ne peut pas s'empêcher. Le féminin a une place majeure. Et Isabelle, en venant en Tunisie, je crois que c'était les premiers mois, on me posait des questions sur le soufisme. Et on avait parlé une fois de Saïd Amanoubi, qui est on va dire, qui a un marabout, pas loin d'ici d'ailleurs, à la Manouba, une élève de Brahim Rieh, un maître de la tariqa tijaniya, tel que cité par professeur Majid Sharfi. Donc ici, on se situe justement dans le soufisme nord-africain. On se situe dans une élève de Brahim Rieh, mais qui a surpassé... donc elle a eu des mouridines, elle en a toujours. Effectivement, on a des formes populaires et des formes un peu plus savantes de connaissances. On parlerait peut-être avec vous, on poserait la question, quelle est la place du féminin dans le coaching et quelle est la place du féminin en référence au soufisme? Alors en coaching, on aborde la personne de manière globale. Et on pourrait parler de dimension féminine et de dimension masculine, avec tout ce que ça entraîne comme certaines connotations ou stéréotypes. Mais il est vrai qu'il y a une tendance actuelle, je dirais liée à une détresse des femmes, particulièrement, à être accompagnées dans leur leadership ou dans leur développement personnel ou humain. Et on se rend compte que les questions sont fortement ciblées. On se rend compte de biais. Les femmes doivent travailler davantage que les hommes. On se rend compte qu'il y a énormément de stress, mais également un souci de la perfection qui est très très féminin et qui entraîne énormément d'exigences que les femmes se mettent également sur elles-mêmes.
On se rend compte également qu'il y a des syndromes d'imposteurs, que beaucoup de femmes ne se sentent pas à leur place, et que certaines femmes ont davantage une certaine pudeur quant à se mettre en lien, en contact, à faire du networking. Donc ce sont toutes des tendances qui font qu'il y a une approche fondamentale un petit peu différente par rapport à la femme pour justement la supporter. Des études aussi très poussées par McKinsey sur le leadership au féminin met en avant le fait que la dimension féminine apporte davantage d'harmonie. Et on peut aussi parler de performance et de bien-être. Donc ce sont des tendances que les coachs, sur lesquelles les coachs surfent énormément actuellement, dans un accompagnement du féminin et du masculin au sein de chaque individu. Bien, pour répondre du point de vue soufiste, j'ai qu'un mot à prononcer. Leïla. أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي وتحسبها غيرا وغيرك ليستي. Le féminin a une place centrale. Ibn Arabi a été très loin là-dedans. Parmi les maîtres spirituels d'Ibn Arabi, il y a 6 femmes. Et dans son témoignage, dans un livre extraordinaire, les maîtres soufis d'Andalousie, où Ibn Arabi parle de 76 maîtres auprès desquels il est allé, il parle d'une femme qui disait d'Ibn Arabi, par rapport aux autres disciples qui venaient la voir, elle leur disait, parmi vous tous, il n'y a que Ibn Arabi qui, quand il rentre chez moi, rentre, yadkhulu alayya bi kulliyatih. Il rentre chez moi avec son entièreté. Autrement dit, avec l'ensemble de sa présence. Le féminin est du domaine du sacré chez les soufis. Pas de stéréotype. Parce que l'être humain est chéri par Dieu, qu'il soit homme ou femme. Et donc, juste Leïla ou le Majnoun. Peut-être après le questionnement sur la femme, il serait important de poser la question sur soufisme coaching en liaison avec la question de l'ego. Donc, que diriez-vous par rapport à ça? Alors juste en coaching, on va faire attention, quand nous travaillons avec les personnes, à attirer leur attention sur ce sentiment de surpuissance qui nous fait faire des bêtises, de croire que les choses nous sont dues, surtout quand on est dans une position hiérarchique qui fait que nous sommes le patron de ceci ou le grand leader de cela. Le sentiment de surpuissance qui a été étudié par toutes les psychologies. Bien, dans le soufisme, c'est Tarwid Nafs et l'accompagnement de l'ego à travers tous les stationnements. Nous n'avons pas le temps de détailler, mais min nafs al-ammara, ila nafs al-lawama, ila nafs al-mulhama, ila nafs al-radiya, al-mardiya. Il a ce que les soufis appellent al-insan al-kamil. Et ça, c'est la station des stations. Eva de Vitré-Meyerovitch parle de l'âme réalisée, al-muhaqqaqa, qui se réalise, qui devient elle-même. Et les soufis disent, à ce stade-là, fatammata wajhullah. C'est un travail, on parle de jihad nafs, tarwid nafs, tarbiyat nafs. En coaching, on va juste accompagner les personnes à sortir de ce sentiment de surpuissance, à se fixer des objectifs qui ne dépendent que de lui-même ou d'elle-même dans son contexte tel qu'il est. Et donc voilà encore
un parallèle possible. En coaching, on n'est pas là dans l'intention première de dénuder l'ego. Par contre, on va davantage travailler à libérer l'individu sur des émotions négatives qui peuvent être égotiques, sur des peurs, afin de se connecter à une forme de liberté intérieure qui permettra à l'individu de poursuivre son chemin ancré dans qui il est et connecté vers une action consciente. Donc on ne parle pas vraiment d'ego, mais davantage d'émotions, de peur et de valeur aussi. Donc je poserai peut-être une dernière question avant de donner la parole à la salle pour interagir. Bon, une question pour finir par rapport aux perspectives, au message final de ce livre et au vu des enjeux et des challenges d'aujourd'hui par rapport à, par exemple, la relation entre un certain salafisme radical qui rejette le mysticisme en accusant le mysticisme d'être parfois une bid'a, et c'est un enjeu qui touche l'Occident musulman, donc l'Afrique du Nord, mais le Sahel. Et donc, est-ce que dans votre travail, parmi les messages de ce livre, vous avez pensé à cette piste de sophisme et coaching comme une réponse au courant de radicalisation qui monte, que ce soit en Europe ou en Afrique du Nord, et qui peut-être menace la paix dans le monde et qui nous met devant des défis, parmi lesquels l'extrémisme violent. Je me réfère à quelque chose de moins doux, on va dire, le dernier discours du chef d'Al-Qaïda. Il y a une vidéo parue en août qui nous met devant le défi. Elle consacre 1h20, dont certaines sont dirigées à l'Afrique du Nord. Et justement, il y a un appel à la violence. Est-ce que la piste, ou on va dire l'outil de sophisme et coaching pourrait peut-être être parmi les outils modernes contre la radicalisation? Merci. Bien, écoutez, étant ici, je me permets de citer Feu Abdelwahab Meddeb, l'un de ses derniers articles parus dans Le Monde, le soufisme, comme par avant, je ne me rappelle pas le titre exact, au radicalisme. Je pense que le soufisme est dans cette démarche, a toujours été dans cette démarche, et je voudrais juste ne pas partir en laissant l'impression que le soufisme c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose du présent. Les soufis disent « As-Soufi ibn Zamani ». Le soufi est fils de 100 ans. Tout à l'heure, Patricia parlait de chevalerie spirituelle. Le soufi est dans l'action. L'image que nous avons de l'ermite retiré de la vie et de la société là-bas sur sa montagne, c'est juste une image. Il y a des retraites de temps en temps, le khalwa, mais le soufi, yas'a bayna an-nas. Il est là, il est marié, il a un métier, il a des enfants, il travaille, il produit et il est dans ses quêtes de sens. Le coaching dans son domaine, et puis Patricia va compléter, est là pour accompagner l'être humain et partant les sociétés, qu'elles soient micro ou macro, à plus d'autonomie, à plus de réintroduction de valeurs dans les actions. Maître Chalfi disait tout à l'heure, la valeur dominante aujourd'hui, c'est la valeur dollar. Oui. Ceci dit, l'histoire montre que c'est le rattachement à des valeurs, le respect des valeurs qui crée la valeur marchande, commerciale. L'être humain sans valeur, c'est tout simplement pas un être humain. Maintenant, il les met en œuvre ou pas, c'est une autre paire de manches. Pour résumer, je dirais le propos de notre livre est d'accompagner l'humain à plus d'ouverture de conscience et de cœur. On n'a pas beaucoup parlé d'amour ce soir, le soufisme en parle énormément. En coaching, on ne parlera pas d'amour, on sera davantage sur une tonalité d'empathie, de bienveillance. Mais bien sûr, ce livre a pour intention
d'appeler à l'ouverture de la conscience et du cœur et à plus de liberté intérieure. Le premier pas commence par ce chemin intérieur. Merci beaucoup, Mahsen, Patricia. Donc, je cède la parole à la salle. Y aurait-il des questions ? Merci. Je vous remercie vraiment pour ce dialogue. Mais je suis ingénieur, je ne suis pas satisfait. Pour moi, vous avez dit le coach ne sait pas. C'est pas possible. Le coach sait où il va. Il doit transformer un dirigeant réactif en dirigeant proactif, n'est-ce pas? Donc il sait, il a une méthode. Le soufi, Ibn al-Arabi, donne 5 questions, 5 conseils fondamentaux pour commencer le chemin pour le mouride. Il a la même méthode. Le soufi s'adresse un peu au fond, au cœur de l'individu. Vous appelez ça autrement, mais en fait c'est ça. Le coach, il a un objectif et il s'attaque aussi un peu, c'est un peu du savoir-être. Il doit à la fin du processus, parce que c'est un processus, le coaching, il faut que le monsieur, son client, disons, soit capable de se maîtriser pour ne pas s'énerver dans une réunion, pour ne pas réagir immédiatement, pour essayer de voir le côté positif dans ce que quelqu'un qui l'a attaqué, il faut voir qu'en fait, c'est peut-être pas contre lui personnellement, etc. Donc, je ne suis pas coach, mais bon. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose, sauf que un soufi peut être un coach, mais pas l'inverse. En tout cas, je me suis un petit peu documenté sur le web aujourd'hui pour voir un peu si quelque chose me contredit, mais non. Je vais lire votre livre, mais honnêtement, quand vous lisez El Futuhat al-Makkiya d'Ibn al-Arabi, c'est un océan. Et il peut s'adresser à n'importe qui, et vous n'êtes pas obligé de tout lire. Et ça vous apprend des choses, même pour votre travail. Ça fait des années que j'essaie de lire et de comprendre, et ça n'est pas si évident que ça. Amir Abdelkader, il était un vaillant combattant, et pourtant c'était aussi un soufi. Donc je ne sais pas, je n'arrive pas, il y a beaucoup d'idées et je n'arrive pas, vous ne m'avez pas aidé à me fixer. Merci quand même. Alors, merci beaucoup, merci. Juste quand nous disons que le coach ne sait pas, ça ne veut pas dire que c'est un abruti fini. Juste qu'il ne sait pas pour l'autre, qu'il ne se permet pas de savoir à la place de l'autre, qu'il n'est pas là pour diriger l'autre. Mais vous avez tout à fait raison. Le coach est là pour installer un processus pour l'autre. Et c'est l'autre qui saura pour lui-même. Parce que vous aurez votre manière de ne pas vous énerver face à une attaque, et j'aurai ma manière, et Patricia aura sa manière. Si je m'amuse à vous dicter mes petits trucs à moi pour ne pas réagir à une attaque, pour ne pas me mettre en colère, je ne serai pas du tout dans la logique du coaching. Donc, je ne sais pas à la place de l'autre, et je ne sais pas pour lui. Je ne le dirige pas, je l'accompagne. Et c'est pour cela qu'il faut se départir de son savoir pour laisser émerger le savoir de la personne elle-même. Quant à Al-Futuhat al-Makkiya, vous avez tout à fait raison, c'est un océan. On peut nager à vie là-dedans, et puis voilà. Merci
pour toutes ces informations. J'ai une question pour monsieur, une question de traduction. Vous avez parlé de nafs en arabe et dans la compréhension traditionnelle, on a nafs et ruh. Nafs qui a plusieurs étapes, nafs ammara bis-sou, nafs lawama, etc. Et ruh, nafkhatun min ruh Allah. En français, on traduit par esprit, âme, ego. Voilà. Ego pour nefs ou âme pour ruh. C'est la traduction de Eva de Vitré-Meyerovitch. Ego pour nefs. Et âme pour... L'âme pour ruh. L'âme est divine. Et l'esprit? L'aql. Parce qu'on parle toujours de spiritualité. Alors, spiritualité, c'est entre la différence entre spiritualité et rationalité. Alors, bon. Pour Madame, bon, vous avez fait un parallèle et une comparaison, mais je remarque que la première différence entre soufisme et coaching, c'est que le coach est payé. Donc, le soufi ne peut jamais être payé. Donc la quête de Dieu passe obligatoirement par l'abandon du matériel, etc. Donc, est-ce qu'il vous est permis, en tant que coach, de travailler sur ça avec le directeur du directeur général pour qu'il soit un peu moins attaché à l'argent? Alors, juste une chose. Le coaching est un métier, c'est une relation d'aide payante. Maintenant, chacun va gérer cela, soit en fonction des prix du marché, et ça coûte très cher, je vous préviens. D'accord? Soit en fonction de sa propre relation à l'argent. Qu'est-ce qu'il a construit lui-même comme relation à l'argent? Est-ce que c'est le but ultime de son travail? Ou alors le sens pour lui se situe ailleurs? Et vous trouverez une très grande partie des coachs professionnels qui font du coaching solidaire, parce qu'il y a cette préhension qu'il n'est pas question que le coaching reste un produit de luxe et qu'on y accède que parce qu'on a la poche pleine. Et donc vous pouvez demander à nos collègues tunisiens qui sont là, en tout cas de ma connaissance de la pratique du coaching au Maroc, il y a énormément de coaching solidaire auprès des associations, des personnes démunies, mais ce n'est jamais gratuit. Il m'arrive de coacher pour 5 dirhams de la séance. 5 dirhams, c'est la moitié d'un euro, donc c'est 1,5 dinar. Parce que nous ne sommes pas dans l'ihsan ou sadaqa. Nous sommes dans une relation de nid li nid. Je fournis un travail et cet étudiant qui n'a que 5 dirhams à payer achète un service. Ça le responsabilise par rapport à son. Sinon, si je suis dans sadaqa, il va me dire, c'est Aïch, d'accord, tout ce que vous voulez, c'est bon, merci beaucoup de me faire du bien. Non, non, on est dans une relation commerciale dans ce sens-là pour qu'il soit client de sa solution, pour qu'il travaille. Aujourd'hui, il peut payer que 5 dirhams, ben, tant mieux, je la prends, ça me fait rigoler, je la mets dans ma poche. Demain, il sera directeur, il paiera les prix du marché. Voilà l'approche que nous avons. En coaching, on parle de, pour rajouter peut-être un point, on parle de contrat. On est dans une relation aussi limitée dans le temps, une relation contractuelle qui est très très claire. On signe une convention mutuelle qui inclut la confidentialité et aussi le choix des objectifs qui sont de la responsabilité du coaché. Donc pour revenir peut-être à la première question de monsieur qui reste un petit peu sur sa fin, on fait avec ce qui est en coaching. On est également dans un instant présent et on ne décide absolument pas à la place de son client. Il y a un très très bel acronyme qui s'appelle l'IPRADIA, qui parle de la présence du coach. L'IPRADIA, c'est une intensité de présence attentive, dépouillée d'intention. On est pleinement, et c'est vrai quand on parle aussi de coaching de haut niveau, on peut parler de master coaching. Les master coachs, eux, dansent avec leurs clients. Ils sont vraiment dans un instant présent, dans une grande, grande fluidité, pour faire émerger ce qui est au moment où ça émerge. Toujours, et là vous avez raison, dans une intention d'action, une intention également positive, de progression.
Mais parfois, le coaching aussi peut faillir. On prend une question. Une question. Oui. Ma question s'adresse à Simars. Aujourd'hui, dans le soufisme, les maîtres se font très très rares, les vrais. Donc, la question, et je veux comprendre, quelle est la différence entre un maître qui accompagne son mouride jusqu'à ce que vous avez bien exprimé tout à l'heure, par rapport à un coach, aujourd'hui, qui transforme lui aussi. Quelle est la vraie différence d'après vous? Elle est dans l'enjeu. Maintenant, faites attention à une chose. Tous les maîtres soufis ne se déclarent pas. Il y a cette belle histoire qui est rapportée dans le livre, par Sifous Israëli, quelqu'un qui a vu un maître et qui allait le voir pour lui dire « Je veux devenir ton disciple ». Et ce maître-là, qui ne voulait pas avoir de disciple, demande au demandeur « S'il te plaît, est-ce que tu veux tousser ?» Et l'autre, il dit « Non, j'ai pas envie de tousser, j'ai pas besoin de tousser. » Et il lui répond « Ben moi non plus, j'ai pas besoin d'être ton maître. » Pour la transformation par le coach, faites attention, le coach ne transforme rien du tout. Il ne transforme personne. Et là, il y a encore un lien extraordinaire. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Et le coach sait que le changement est émanant de la personne elle-même. Si elle ne décide pas de changer, si nous arrivons à changer soi-même, c'est déjà une sacrée affaire. Alors, prétendre changer les autres, nous sommes des accompagnateurs de changement. Le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et par soi-même. Quand la personne a ouvert, qu'elle est décidée, nous voyons comment l'aider à huiler les gonds, à ouvrir le degré d'ouverture qui l'arrange et tout. Nous sommes des changeurs de personnes. Nous accompagnons dans des démarches de changement quand la personne intéressée est décidée et qu'elle y met de son côté pour y arriver. Oui. Merci. Bonsoir. Aujourd'hui, vraiment, je suis très ravie et très chanceuse d'avoir assisté à ça. Je vous dis pourquoi. Parce que ça fait des siècles et des siècles, le soufisme a subi beaucoup d'injustices. Et je crois les maîtres qui se sont cachés et qui ne déclarent pas qu'ils sont maîtres de soufisme parce qu'ils ont subi beaucoup d'injustices. Ils ont été chassés, accusés comme des marabouts, comme des magiciens, tout ça, tout ça. Mais maintenant, vu que l'Occident et le coaching spécialement, c'est lui qui a ouvert la porte, je pense moi personnellement, le coaching et le développement personnel, il a redonné le mérite et la place réelle au soufisme. Parce que je pense que le développement personnel et le coaching a baissé la tête et l'esprit et le cerveau au cœur. Le cœur, là où réside le vrai trésor de l'homme. Et les soufis et les vrais soufis ont découvert qu'il y a Dieu ici, qu'il y a toutes les valeurs qui sont ici dans notre cœur. Voyez, donc dans notre époque, je crois qu'on est très chanceux, qu'enfin, qu'on a du respect pour notre tête et beaucoup de respect pour notre cœur. De une. De deux, j'ai une réflexion personnelle pour madame. Elle dit, le coach, et je me joins à moi, ne sait pas, ou bien il est laïque. Je crois, vous, madame, personnellement, vous avez touché votre propre lumière.
vous avez touché votre propre lumière. Parce que votre manière de parler, tout ça, ça enregistre beaucoup de douceur et du vrai à votre intérieur. Je vous respecte beaucoup et encore une fois, je suis très contente parce que moi, personnellement, j'avais très peur de ma propre lumière. Et je me cachais parce que j'ai beaucoup de tendance au soufisme. Mais tellement ça a été refusé par la société, par ma famille, moi, personnellement, elles avaient très peur pour moi pour que je ne devienne pas marabout. Non, je ne deviens pas. Mais alhamdoulilah qu'il y a le alhamdoulilah yani victoire au soufisme et comment dirais-je, avec la couronne du savoir. C'est une couronne qui est mise maintenant sur la tête d'Ibn al-Arabi, de l'Amanoubiya et tout ça. Et je crois que c'est un mariage entre l'islam, entre les religions et toutes les religions, qui sont des religions universelles. Merci. Merci à vous. Madame Lassalam, ici, vous avez une question? D'accord. Donc, on a une question ici aussi. Oui. Bonsoir. D'abord, je vous remercie, c'était très agréable, c'était très riche, et c'était tellement riche que j'ai senti beaucoup de confusion. Si vous permettez, donc, c'est pour cela que je vais prendre une petite seconde pour vous expliquer qui je suis. Donc, je suis coach professionnel, formée en Tunisie, je suis coach ICF. Et quand elle a parlé du Canada, on a compris. On a la chance de pouvoir être formé en Tunisie. Et c'est une formation sérieuse de 2 ans. Et effectivement, nous sommes accompagnés pour les certifications, etc. Donc, on ne peut pas s'autoproclamer coach, un petit clin d'œil, sauf pour les intrus. Alors, si vous permettez, ça paraît simple pour ceux qui n'ont pas de relation directe avec ce métier. Imaginez qu'à mon âge à moi, je doive coacher monsieur, par exemple. Quand elle dit qu'il faut se dénuer de connaissances, de savoir, qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas donner le savoir que nous avons, il faut l'oublier, c'est difficile. C'est très difficile. Et c'est ça qui est fort, c'est d'arriver à tout enlever, à se dénuder totalement pour être avec l'autre, au service de l'autre. Et c'est grâce à ça qu'on peut aller aider l'autre parce que nous sommes là pour lui. Bien sûr, ils ont parlé d'écoute active, etc. C'est d'une grande profondeur. Nous sommes là pour lui ou pour elle, évidemment. Et c'est à ce moment-là qu'on peut transporter, on peut aller avec cette personne sur cette route qui va aller vers chercher où est l'être. C'est vrai. Pour répondre à monsieur tout à l'heure, il a dit que le coach décide de l'objectif. Il ne décide pas justement de l'objectif, le coach. C'est le coaché qui décide de l'objectif. Donc c'est le coaché qui arrive et qui veut aller vers du point A au point B, nous disons, mais vers son objectif. Et c'est souvent pas celui-là. Il y a un objectif caché. Et là, j'aimerais reprendre un peu, juste un tout petit clin d'œil sur Socrate, parce que vous en avez beaucoup parlé. En fin de compte, les disciples de Socrate, quand ils venaient le voir, ils lui disaient « Maître, comment faire ceci ? Je n'ai pas trouvé la solution à cela. Je ne comprends pas tout à fait. » Et Socrate, au lieu de répondre, il leur disait « Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ton esprit te dit ? Vers quoi il te guide ?» Et avec certaines de ces questions, grâce à ces questions-là, les personnes retournaient réfléchir. Et c'est là qu'elles trouvaient la solution. Et pour revenir aussi aux savants, puisqu'on a parlé de beaucoup de savants, Einstein, il leur disait, si j'avais 1 heure pour sauver ma vie face à un grand problème, je prendrais 55 minutes pour me poser la bonne question et 5 minutes pour la solutionner. Et nous, en coaching, c'est ce que nous apprenons à faire. Ce sont les questions de Socrate. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Posons-nous les bonnes questions. Où est-ce que tu veux aller ?
Et pour le soufisme, je n'étais pas adepte, mais nous respectons tout ce qui amène vers l'être. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, il y avait quelqu'un ici qui demandait la parole. Voilà. Et ça sera la dernière question. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Rim Kassous, je suis coach professionnel. Marhaba Si Mohsen, un ami de longue date, marhaba bil Maghreb. Votre nom, s'il vous plaît? Rim Kassous. Donc, alors on est tous les deux les pionniers, lui au Maroc, moi en Tunisie, puis on a fait, j'espère, en tout cas je suis très heureuse et très ravie de vous retrouver ici. Très curieuse parce que je n'ai pas encore eu la chance et le privilège de lire ce livre. Je vous félicite pour le parallèle que vous faites entre le soufisme et le coaching parce qu'il y a effectivement, autant dire que le soufisme est plus large et on parle de quelque chose d'encore plus céleste. Effectivement, il y a des éléments qui s'apprêtent au coaching. Ce qui relie le coaching et le soufisme, à mon avis, c'est l'amour, d'abord. Parce que quand on parle de soufisme, on parle de l'amour. كنت كنزا مخفيا فأحببت n'est-ce pas فأحببت أن أعرف فخلقت عبادا فبي عرفوني. Donc moi je pense que l'amour est d'abord la première chose qui peut relier ces deux approches. La deuxième chose, je n'ai pas encore lu le livre, mais je pense que le lâcher-prise va être un élément important parce que autant en coaching, on pousse les gens à lâcher prise parce que justement, vous avez parlé de superpuissance, on n'est pas si puissant que ça, même si on est capable de contrôler certains éléments, mais c'est surtout le lâcher-prise, soufisme, parce que quand on se donne à un maître qui va nous amener vers le ma'rifa, hein, effectivement, en coaching, le coach ne sait rien. Ne sait rien, il n'est pas censé savoir ce que le coaché sait, aussi mieux que lui. Merci beaucoup. Je vous repasse le... Alors, il y avait la dernière question de monsieur qui était là apparemment depuis le début. Et après, on va, madame l'ambassadrice de la culture. Oui, bonsoir. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je ne suis ni soufi ni maître coaching. D'accord? Simplement, je n'ai même pas lu votre livre, mais je vous avoue, le titre m'a laissé un peu circonspect. Et j'ai écouté des choses qui, me semblent, vont dans l'amalgame de faire entre soufisme et coaching. C'est quand même deux choses différentes. Qu'il y ait des points communs, certes. Et quand on parle d'amour, dans le coaching, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans le soufisme, c'est l'amour de Dieu, que ce soit bien clair. À moins que j'ai mal compris les adeptes du soufisme. Donc l'amour divin et le coaching n'est ni une initiation ni du mysticisme. Je dirais simplement une méthode pour développer le bien-être, l'optimisme, tout ce qu'on veut. Ça, c'est un aspect peut-être qu'on retrouve dans le soufisme, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est dans l'ubudiyya, dans l'ons, la proximité du divin, et ça n'a rien à voir avec le coaching. Donc je crois qu'il faut faire très attention à amalgamer soufisme et coaching. Donc c'est une raison supplémentaire pour découvrir le livre. Donc mysticisme ou soufisme et coaching, en fait, je finirai par citer quelques noms. Sohrawardi, Al-Hallaj. Pour Al-Hallaj, ce n'était pas seulement l'amour du divin, hein. On voyait dans le ant, dans le hu, un amour de soi, le mot ego revient, et puis aussi dans le mysticisme au soufisme sunnite, donc je fais bien c'est l'amour du prophète, donc il y a justement tout un gradé d'amour du divin, mais il y a aussi l'amour du prophète. Donc un tour de réponse pour clôturer, Mohsen et voilà, donc ensuite on fait la clôture. Merci de votre mise en garde. Parce qu'effectivement, les amalgames sont possibles. Sauf que juste rappeler ce que nous avons fait comme travail. Nous ne sommes ni dans la comparaison, ni dans la superposition. Mes amis coachs savent que le coaching en tant que métier n'a rien inventé. Sinon, une grille par-ci, un modèle par-là. Par contre, il s'est inspiré des thérapies brèves, des thérapies comportementales et cognitives, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de l'énéagramme, de la sophrologie,
et pourquoi pas du soufisme. Voilà l'enjeu. Il ne s'agit pas de comparer, de dire à celui-là on lui donne 10 sur 10 et l'autre. On n'est pas dans cette logique qui n'est ni une logique de coaching, ni encore moins une logique du soufisme. Effectivement, l'amour est un amour de Dieu. Par contre, dans le coaching, on va être non pas dans l'amour, ça ne marche pas comme ça. Je suis d'accord avec vous quand vous mettez les points sur les i. Nous sommes dans l'acceptation inconditionnelle de l'être. Il a de la valeur en tant qu'être humain. Qu'il soit dans l'organigramme N+14 ou Bac-15, n'enlève rien à sa valeur d'être humain. Nous l'acceptons inconditionnellement en tant qu'être humain. Et on ne va pas parler d'amour. On va quand même, si vous permettez, parler un peu d'amour, mais sous l'angle du soufisme. Il faut que je retrouve le papier. Ah. Ibn Arabi. كنت قبل هذا أنكر صاحبي إن لم يوافق دينه ديني فأصبح قلبي قابلا لكل صورة. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelle et abbaye pour moine. Il est un temple pour idole et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah et aussi les feuillets du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour et en quelque direction que se tournent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. Al-hubbu dini wa imani. Ça, c'est le soufisme. L'acceptation inconditionnelle de l'être est un fondamental du coach. On vous offre notre silence. On passe à une séance de dédicace et on remercie l'assistance. Et encore une fois, merci à Abdelmajid Cherfi, merci à l'ambassade du Maroc, merci à vous, merci aux coachs et aux auteurs.